Dans le silence lourd d'un matin voilé de gris, une famille se rassemble, les regards baissés, les gestes lents, comme si le temps lui-même refusait d'avancer. Les obsèques de Jean-Louis Gasset ne sont pas seulement un moment d'adieu, elles sont le reflet d'une vie entière consacrée à une passion, à des combats discrets, à une fidélité sans faille envers ceux qui l'aimaient. Autour du cercueil, les proches retiennent leurs larmes, chacun prisonnier de ses souvenirs, de ses paroles jamais dites, de ces instants partagés qui, aujourd'hui, prennent une valeur infinie. Comment dire au revoir à un homme qui a tant donné sans jamais chercher la lumière? Comment accepter que cette voix, cette présence rassurante, ne résonne plus que dans la mémoire? Dans cette cérémonie empreinte de dignité et de pudeur, chaque détail compte. Les fleurs choisies avec soin, les visages marqués par la fatigue et la peine, le silence parfois plus éloquent que les discours. Mais derrière ce recueillement, une histoire plus profonde se dessine. Qui était vraiment Jean-Louis Gasset dans l'intimité? Quels signes, longtemps ignorés, annonçaient ce moment inévitable? Et que révèle aujourd'hui ce dernier hommage sur l'homme qu'il fut, loin des projecteurs et des titres? Dans cette vidéo, nous vous invitons à aller au-delà de la simple cérémonie. À entrer, pas à pas, dans les coulisses de cet adieu bouleversant, à découvrir les vérités discrètes qui émergent seulement quand tout s'arrête. Restez avec nous, car derrière les larmes et le silence se cache un récit humain, profond, qui interroge notre rapport à la perte, à la mémoire et à ce que l'on laisse derrière soi. Êtes-vous prêt à entendre ce que cette journée de deuil nous révèle vraiment? La cérémonie s'est tenue le mardi 14 janvier, en fin de matinée, dans une atmosphère hivernale qui semblait accentuer la gravité de l'instant. C'est dans une église du centre de Montpellier, ville intimement liée à une partie essentielle de la vie de Jean-Louis Gasset, que la famille a choisi de se recueillir. Dès 10h30, les premiers proches sont arrivés, discrets, presque silencieux, saluant brièvement ceux déjà présents, comme s'ils n'avaient plus la force des formules de politesse. Les cloches ont résonné lentement, rappelant à chacun que ce moment n'était pas seulement un rendez-vous religieux, mais un passage symbolique, une frontière entre ce qui fut et ce qui ne sera plus. À l'intérieur, l'église baignait dans une lumière tamisée. Les bancs se sont remplis progressivement, accueillant des membres de la famille, des amis de longue date, mais aussi d'anciennes connaissances venus leur rendre un dernier hommage. Aucun éclat, aucune ostentation. Tout semblait conforme à la personnalité de l'homme que l'on venait saluer une dernière fois. La famille, rassemblée au premier rang, affichait une dignité poignante. Les visages fermés, parfois traversés par un frémissement, trahissaient une douleur contenue depuis des semaines, peut-être même des mois, car aujourd'hui, certains signes du passé prennent un sens nouveau. Selon plusieurs proches, les derniers mois avaient été marqués par une fatigue inhabituelle. Jean-Louis Gasset, connu pour son endurance et sa rigueur, apparaissait plus réservé, plus silencieux. Il déclinait certaines invitations, écourtait des échanges qui, autrefois, se prolongeaient tard dans la soirée. Et il disait que ce n'était rien, juste le besoin de souffler, confie un ami de la famille. Avec le recul, ses paroles résonnent autrement. Les proches évoquent également des moments d'isolement, des promenades solitaires, comme s'il cherchait à mettre de l'ordre dans ses pensées, à régler intérieurement ce qu'il ne formulait pas à voix haute. La cérémonie elle-même a été ponctuée de lectures sobres, choisies par la famille. Aucun long discours public, mais des mots simples, presque murmurés, qui racontaient un homme attaché à la loyauté, au travail discret, au respect des autres. Lorsque le cercueil a été introduit, un silence profond a envahi l'assemblée. Certains ont baissé les yeux, d'autres ont fermé les paupières, comme pour retenir une image précise. Un sourire, une poignée de main, une phrase prononcée un jour ordinaire est devenue aujourd'hui précieuse. À l'extérieur, après l'office, le cortège s'est dirigé vers le cimetière communal, situé à quelques minutes seulement. Là encore, tout s'est déroulé avec une retenue extrême. Le ciel, couvert, presque immobile, semblait accompagner ce dernier trajet. Les proches se sont approchés un à un, déposant une fleur, effleurant le bois du cercueil, chacun à sa manière, chacun avec son propre dialogue intérieur. C'est à ce moment-là que certains détails, longtemps passés sous silence, ont commencé à circuler à voix basse. Des rendez-vous médicaux tenus secrets, des inquiétudes que Jean-Louis Gasset aurait volontairement minimisées pour ne pas alourdir le quotidien de ceux qu'il aimait. Dans ce recueillement, la famille n'a pas seulement dit adieu à un homme, elle a aussi confronté des non-dits, des souvenirs enfouis, des instants auxquels on ne prêtait pas attention autrefois. Des gestes simples prennent aujourd'hui une portée immense. Une phrase répétée, un regard prolongé, un silence soudain lors d'une conversation récente. Autant de signes qui, désormais, s'assemblent comme les pièces d'un puzzle que l'on ne comprenait pas encore.
Ce silence et ses souvenirs fragmentés ramènent inévitablement à une autre époque, bien différente, lorsque le nom de Jean-Louis Gasset a commencé à résonner bien au-delà des cercles confidentiels. Bien avant les hommages et le deuil, il y eut le temps de l'ascension, celui où la reconnaissance s'est imposée presque sans qu'il la recherche. À la fin des années 1980, dans les couloirs modestes des clubs du sud de la France, Gasset s'affirmait déjà comme un technicien méticuleux, obsédé par le détail, capable de passer des heures à analyser un match disputé sur un terrain secondaire de Montpellier, loin des caméras et de l'agitation médiatique. Le véritable tournant survient au début des années 1990. À Saint-Étienne, ville marquée par une histoire footballistique lourde et exigeante, il s'intègre à un environnement où la pression est permanente. C'est là que ses méthodes commencent à attirer l'attention. Des séances d'entraînement intenses mais réfléchies, un discours sobre, presque austère, et surtout une capacité rare à comprendre les joueurs dans leur complexité humaine. À l'époque, certains observateurs évoquent déjà un homme de l'ombre, indispensable mais peu enclin à se mettre en avant. Ce choix du retrait, perçu alors comme une simple pudeur, apparaît aujourd'hui comme un trait fondateur de sa personnalité. Les années passent, et son nom circule de plus en plus dans les cercles professionnels. Au tournant des années 2000, à Montpellier HSC, il devient l'un des artisans silencieux d'une stabilité retrouvée. Les résultats suivent, mais ce sont surtout les témoignages internes qui frappent. Joueurs et collaborateurs décrivent un homme capable de détecter les failles invisibles, autant physiques que mentales. Déjà, certains signes se dessinent, une exigence extrême envers lui-même, un refus presque systématique des honneurs, comme s'il pressentait que la lumière pouvait aussi brûler. Il lui arrivait, selon d'anciens proches, de quitter le stade tard le soir, seul après avoir longuement observé la pelouse vide. La reconnaissance nationale s'installe progressivement. Les médias commencent à s'intéresser à ce technicien discret, dont la carrière progresse sans éclat tapageur, mais avec une constance remarquable. À Bordeaux, puis dans d'autres clubs majeurs, son travail est salué pour sa rigueur et son intelligence tactique. Pourtant, même au sommet, Jean-Louis Gasset reste fidèle à ses habitudes. Peu d'interviews, des phrases mesurées, un regard souvent tourné vers le collectif plutôt que vers sa propre réussite. Certains journalistes notent déjà cette distance, cette manière de se protéger, qu'ils interprètent alors comme une simple réserve professionnelle. Avec le recul, ces années de succès révèlent des indices plus profonds. Malgré les victoires et la reconnaissance, il confiait parfois à des proches un sentiment de lassitude précoce, une fatigue qui n'était pas seulement physique. Le football prend tout, disait-il à voix basse, comme une confidence arrachée. Il aimait profondément ce métier, mais semblait en payer le prix en silence. Ses réussites, réelles et reconnues, se construisaient sur une discipline intérieure stricte, presque austère, qui laissait peu de place à l'abandon. Au fil du temps, son nom devient synonyme de sérieux et de fiabilité. Les jeunes entraîneurs le citent comme une référence, un modèle de constance. Pourtant, dans l'intimité, certains proches perçoivent déjà une forme de détachement progressif. Lors des grandes soirées de victoire, alors que d'autres célèbrent bruyamment, Gasset se retire souvent en premier, préférant rentrer chez lui ou rester seul dans les vestiaires. Ces gestes, anodins à l'époque, prennent aujourd'hui une autre dimension, comme si le succès, loin de l'enivrer, renforçait chez lui le besoin de retenue et de solitude. Ainsi, derrière l'image publique de l'entraîneur respecté et accompli, se dessine peu à peu un homme complexe, dont la réussite s'est construite sans jamais effacer une part d'ombre. Une trajectoire faite de travail, de reconnaissance tardive, mais aussi de silence répété, qui continue aujourd'hui d'interroger ceux qui cherchent à comprendre ce qu'il portait en lui, bien avant que tout ne s'arrête. À mesure que ces silences s'accumulaient, le parcours de Jean-Louis Gasset entrait pourtant dans une phase de pleine exposition, celle où la reconnaissance n'était plus seulement interne au club, mais visible aux yeux du grand public. Le milieu des années 2000 marque un véritable basculement. À Montpellier, au stade de la Mosson, son travail commence à être cité en exemple lors des retransmissions télévisées. Les commentateurs soulignent son sens de l'organisation, sa capacité à transformer des effectifs modestes en équipes cohérentes et redoutables. Pour la première fois, son nom est repris, analysé, disséqué, comme celui d'un homme devenu incontournable. Ce moment de notoriété n'arrive pourtant pas comme une explosion soudaine, mais comme une évidence lente. En 2009, lors de certaines rencontres décisives, les caméras s'attardent davantage sur le banc de touche. On le voit concentré, presque immobile, le regard fixé sur le terrain, indifférent au tumulte des tribunes. Cette image contraste avec celle d'autres entraîneurs plus démonstratifs et intrigues. Qui est cet homme qui semble tout contrôler sans jamais hausser la voix? Les journalistes commencent à évoquer un style à part, fait de retenue et de précision, et cette singularité participe largement à sa popularité naissante.
La consécration médiatique s'amplifie lors de ses passages dans des clubs à forte exposition nationale. À Bordeaux, puis lors de missions plus visibles encore, chaque prise de fonction est désormais commentée, analysée, parfois débattue sur les plateaux sportifs. Les conférences de presse attirent davantage de monde, les questions se font plus insistantes. Pourtant, Jean-Louis Gasset reste fidèle à lui-même. Réponse courte, regard fuyant, refus poli, des envolées personnelles. Certains y voient une stratégie de communication maîtrisée. D'autres perçoivent déjà une forme de malaise face à cette lumière nouvelle. C'est aussi durant cette période de succès que des détails, longtemps jugés insignifiants, prennent aujourd'hui une résonance particulière. Plusieurs collaborateurs racontent qu'il arrivait souvent très tôt au centre d'entraînement, parfois avant l'aube, comme s'il cherchait un moment de solitude avant l'agitation. Il repartait tard, laissant derrière lui un bureau impeccablement rangé, presque vide, signe d'un homme qui ne s'installait jamais vraiment. Malgré la reconnaissance et les résultats, il semblait toujours prêt à partir, comme s'il refusait inconsciemment de s'attacher trop fortement à une position. Sa popularité atteint un nouveau seuil lorsque son nom est associé à des projets ambitieux, parfois jugés risqués. À chaque fois, le même schéma se répète. Scepticisme initial, travail patient, résultats concrets. Le public apprend à reconnaître sa patte, même sans le voir s'exprimer longuement. Dans les tribunes, certains supporters scandent désormais son nom, une situation qui, selon des proches, le mettait profondément mal à l'aise. Il acceptait ses marques d'affection avec un sourire discret, mais évitait soigneusement de s'y attarder. Avec le recul, cette période de réussite intense révèle aussi une fatigue plus sourde. Bien qu'il soit au sommet de sa carrière, Jean-Louis Gasset confie à quelques intimes ressentir une pression constante, comme si chaque succès appelait immédiatement le suivant, sans jamais laisser place au repos. Il parle rarement de lui, mais évoque parfois le besoin de ralentir, sans jamais le faire réellement. Ces paroles, presque anodines à l'époque, apparaissent aujourd'hui comme des signaux faibles, dissimulés derrière l'image d'un homme fort et accompli. Ainsi, le moment où il devient pleinement célèbre n'est pas seulement celui de la réussite professionnelle, mais aussi celui où se creuse un décalage entre l'homme public et l'homme intérieur. Tandis que sa réputation s'impose durablement dans le paysage du football français, son attitude, toujours plus réservée, laisse entrevoir une complexité que peu de gens prenaient alors le temps de comprendre, comme si le succès, loin de le combler entièrement, accentuait un besoin de retrait et de contrôle, déjà présent depuis longtemps. Cette distance qu'il maintenait avec la notoriété prenait tout son sens dès que l'on quittait les stades pour s'approcher de la sphère intime de Jean-Louis Gasset. Loin des projecteurs, sa vie personnelle s'est toujours construite sur un principe simple, la discrétion absolue. Installé depuis de longues années dans la région de Montpellier, il menait un quotidien réglé, presque immuable, rythmé par des habitudes rassurantes. Les voisins se souviennent d'un homme poli, réservé, que l'on croisait tôt le matin ou en fin de journée, rarement pressé, souvent plongé dans ses pensées. Ses racines familiales occupaient une place centrale dans son équilibre. Très attaché à ses parents, il évoquait parfois, dans des cercles très restreints, l'éducation rigoureuse mais bienveillante qu'il avait reçue. Son père, figure d'autorité discrète, lui avait transmis le goût de l'effort et du travail silencieux, tandis que sa mère incarnait une présence constante, attentive, presque protectrice. Même au sommet de sa carrière, Jean-Louis Gasset prenait le temps de leur rendre visite, notamment lors de séjours réguliers dans le Sud, loin de toute agitation médiatique. Ces moments familiaux, simples et sans mise en scène, étaient pour lui une forme de refuge. Avec ses propres enfants, il adoptait la même posture, celle d'un père présent, mais jamais envahissant. Peu enclin aux démonstrations publiques, il préférait les gestes concrets, les rendez-vous fixes, les conversations tardives autour d'une table, lorsque le silence de la maison permettait enfin de parler sans contrainte. Plusieurs proches racontent qu'il insistait pour préserver ses enfants de la pression liée à son métier. Il refusait qu'ils assistent trop souvent aux matchs, encore moins aux événements médiatiques, convaincu que la célébrité devait rester à distance de la vie familiale. Les années passant, certains signes apparaissent aujourd'hui, sous un jour nouveau. Ceux qui partageaient son quotidien évoquent un homme de plus en plus soucieux de protéger son intimité. À partir des années 2010, il limite encore davantage les invitations. Privilégie les soirées calmes à domicile, parfois simplement accompagnées d'un livre ou d'une musique douce. Les repas familiaux deviennent sacrés, intouchables, même en période de forte activité professionnelle. Ce besoin de recentrage, perçu à l'époque comme une simple préférence personnelle, semble désormais révéler une volonté plus profonde, celle de préserver un espace à lui, loin des exigences extérieures. Dans son couple, la même pudeur dominait. Jamais d'exposition, jamais de confidence publique. Les proches parlent d'une relation construite sur la compréhension mutuelle et l'acceptation de ses silences. Ils pouvaient rester des heures sans parler, absorbés par ses réflexions.
sans que cela ne soit perçu comme une distance affective. Au contraire, ce silence faisait partie de son langage, de sa manière d'être présent. Pourtant, avec le recul, certains se souviennent de moments où cette intériorité semblait plus lourde, comme si quelque chose pesait davantage qu'auparavant. À mesure que sa carrière avançait, Jean-Louis Gasset donnait l'impression de vouloir transmettre sans s'imposer. Il conseillait ses enfants avec retenue, sans jamais projeter sur eux ses propres choix. « Qu'ils soient nouveaux libres », disait-il parfois. Cette phrase, répétée presque machinalement, résonne aujourd'hui comme un indice supplémentaire de son rapport complexe à la réussite et au renoncement. Il voulait réussir, certes, mais jamais au détriment de ceux qu'il aimait. Dans les dernières années, ceux qui l'ont côtoyé de près évoquent aussi une sensibilité accrue. Des gestes plus lents, des regards prolongés, une attention particulière portée aux détails du quotidien, une lumière en fin de journée, un repas partagé sans téléphone, une promenade silencieuse dans les rues calmes de Montpellier. Autant de moments anodins qui, aujourd'hui, apparaissent comme autant de signes d'un homme cherchant à se reconnecter à l'essentiel, à sa famille, à lui-même, sans jamais en parler ouvertement, fidèle jusqu'au bout à cette discrétion qui a façonné toute sa vie. Ce recentrage progressif sur l'essentiel éclaire aujourd'hui d'un jour nouveau l'état de santé de Jean-Louis Gasset, longtemps tenu à l'écart des regards. Pendant des années, rien d'alarmant n'avait filtré officiellement. Pourtant, dès la fin des années 2010, certains indices s'étaient glissés dans le quotidien, presque imperceptibles. À Montpellier, au centre d'entraînement, des collaborateurs se souviennent de matins où il arrivait plus tôt que prévu, comme pour prendre le temps de respirer avant l'effervescence. Puis s'asseyait quelques minutes en silence, les mains jointes, le regard lointain. À l'époque, on parlait d'une simple routine, d'un homme méthodique. Avec le recul, ces pauses prennent une autre signification. À partir de 2018-2019, son entourage note une fatigue persistante, inhabituelle, chez cet homme réputé infatigable. Il continue d'assurer ses responsabilités, mais modifie subtilement son rythme. Les séances sont mieux réparties, les journées moins étirées. Il refuse certains déplacements jugés non essentiels, délègue davantage, tout en gardant un œil attentif sur chaque détail. À ceux qui s'inquiètent, il répond invariablement « Ça va, il faut juste savoir lever le pied ». Une phrase rassurante, mais qui masque peut-être une inquiétude plus profonde. Les années suivantes accentuent ces ajustements. En 2021, des proches évoquent des rendez-vous médicaux discrets, toujours programmés tôt le matin, dans des cliniques de la région montpelliéraine. Rien n'est communiqué, rien n'est expliqué. Fidèle à sa pudeur, Jean-Louis Gasset protège son intimité, refusant que la moindre rumeur n'atteigne son cercle familial. Il continue de marcher régulièrement, parfois dans les parcs de la ville, d'un pas plus lent qu'autrefois, observant longuement son environnement. Ces promenades, devenues presque quotidiennes, semblent être à la fois un exercice et une méditation silencieuse. En 2022, certains changements deviennent plus visibles pour ceux qui le côtoient de près. Sa voix se fait plus posée, ses interventions plus brèves. Il écoute davantage qu'il ne parle, comme s'il économisait ses forces. Lors de réunions prolongées, il lui arrive de se lever pour s'isoler quelques minutes, un geste qu'il n'avait jamais eu auparavant. À l'extérieur, rien de spectaculaire, aucun signe évident de maladie, mais une accumulation de petits détails qui, mis bout à bout, dessinent une réalité plus fragile. Ce qui frappe surtout, c'est sa volonté de normalité. Malgré les alertes, il tient à maintenir un quotidien simple. Repas à heure fixe, sommeil régulier, contact limité. Il évite toute dramatisation, minimisant ses propres maux pour ne pas inquiéter. Cette attitude rassure son entourage, mais contribue aussi à maintenir le silence autour de sa santé. Certains proches admettent pour aujourd'hui qu'ils ont compris trop tard la portée de ces précautions répétées. Au fil des mois, une lassitude générale s'installe. Elle ne l'empêche pas d'agir, mais modifie sa présence. Il privilégie l'essentiel, renonce à l'accessoire. Des collaborateurs notent qu'il s'appuie plus souvent sur un dossier, qu'il prend le temps de s'asseoir dès que possible. Rien de spectaculaire, encore une fois, mais une succession de signes faibles qui racontent un corps demandant du répit. Lui, pourtant, poursuit, fidèle à cette discipline intérieure qui l'a toujours guidé. Dans les derniers temps, la santé devient un sujet que l'on aborde à demi-mot. Des échanges rapides, des regards entendus, des silences prolongés. Jean-Louis Gasset reste maître de la situation en apparence, mais semble préparer, sans l'énoncer, une transition. Il parle davantage du temps qui passe, de l'importance de savoir s'arrêter au bon moment, comme s'il tentait de transmettre une forme de sagesse née de l'expérience. Ces paroles, prononcées sans emphase, résonnent aujourd'hui comme autant de signaux que personne n'avait réellement osé interpréter. Ainsi, son état de santé, longtemps dissimulé derrière la retenue et le contrôle, apparaît désormais comme un fil conducteur discret de ces dernières années.
Un équilibre fragile entre responsabilité, silence et adaptation constante, vécu loin des projecteurs, dans cette continuité calme qu'il s'était toujours efforcé de préserver. Cette fragilité silencieuse, perceptible dans ces dernières années, s'inscrit en réalité dans une trajectoire de vie bien plus vaste, marquée par une constance rare et une fidélité presque austère à ses propres principes. La vie de Jean-Louis Gasset ne s'est jamais racontée par des coups d'éclat soudains, mais par une succession de choix réfléchis, parfois incompris, souvent exigeants. Dès ses débuts, dans les années 1970 et 1980, alors qu'il évoluait encore loin des grands projecteurs, il s'est imposé une discipline stricte, convaincu que la durée comptait davantage que la reconnaissance immédiate. Il passait de longues heures sur les terrains secondaires du sud de la France, parfois à Montpellier, parfois dans des villes plus modestes, observant, notant, corrigeant, toujours dans l'ombre. Ce rapport au temps est resté un fil conducteur tout au long de sa vie. À mesure que sa carrière progressait, il refusait les raccourcis. Là où d'autres cherchaient la promotion rapide, lui privilégiait la stabilité, quitte à rester plusieurs saisons dans des fonctions jugées secondaires. Ce choix, souvent perçu comme un manque d'ambition, était en réalité une forme de fidélité à sa propre vision. Comprendre avant d'agir, construire avant de diriger. Cette approche, patiente et presque obstinée, a façonné l'homme autant que le professionnel. Dans les années 1990 et 2000, alors que son nom s'impose progressivement dans le paysage du football français, il continue de vivre de manière étonnamment simple. Même lorsqu'il travaille dans des environnements plus exposés, à Saint-Étienne, à Bordeaux ou dans d'autres clubs majeurs, il conserve les mêmes habitudes. Réveil tôt, arrivée discrète au centre d'entraînement, départ tardif, souvent après avoir vérifié une dernière fois des détails que personne d'autre ne remarquait. Ceux qui l'ont accompagné parlent d'un homme capable de porter des responsabilités lourdes sans jamais les afficher. Sa vie est aussi rythmée par des renoncements. Il accepte rarement les propositions qui l'éloigneraient durablement de ses repères. Plusieurs opportunités à l'étranger, évoquées à demi-mot au fil des années, n'aboutissent jamais. Non par manque d'intérêt, mais parce qu'il redoute ce que ces bouleversements pourraient coûter sur le plan personnel. Aujourd'hui, certains proches estiment que ces refus étaient déjà les signes d'un homme conscient de ses limites, soucieux de préserver un équilibre fragile entre engagement professionnel et survie intime. À travers ce parcours marqué par la discrétion, l'exigence et le silence, Jean-Louis Gasset nous rappelle une vérité essentielle. Derrière chaque figure respectée se cache un être humain, avec ses fragilités, ses doutes et ses combats intimes. Aujourd'hui, plus que jamais, il mérite notre regard bienveillant, notre respect et notre reconnaissance sincère. Prendre un instant pour comprendre son histoire, c'est aussi apprendre à regarder autrement ceux qui avancent sans bruit, mais avec une force intérieure immense. Si ce récit vous a touché, si vous avez ressenti cette émotion discrète mais profonde, prenez un moment pour la partager. Un simple geste peut faire la différence. Likez cette vidéo pour soutenir ce travail de mémoire, partagez-la autour de vous afin que cette histoire humaine continue de vivre et d'émouvoir d'autres personnes. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits. Chaque abonnement, chaque commentaire est une manière de dire que ces vies, racontées avec respect, comptent encore. Votre soutien permet à ces histoires d'exister, d'être transmises, et de rappeler que l'empathie et l'amour restent nos forces les plus précieuses. Ensemble, faisons vivre ces témoignages, non pas dans le bruit, mais dans la sincérité et la reconnaissance.